Le Bombay et Louis de Funès, le Glaude, voilà, avec la soupe aux choux, symbole de cette ruralité qui ne doit pas mourir, avec ce maire qui arrive, l'expansion économique, et on veut éradiquer la ruralité pour remplacer par un parc d'attractions. C'est incroyable comme ce film, en 76, avait 30 ans d'avance. Hein. C'est un film culte pour moi. Un film culte. Voilà. Un film culte parce que ma femme est auvergnate. Et la soupe aux choux, c'est exactement une France qui existe toujours. Quand on se balade en Aveyron, dans le Cantal, quand on est sur les chemins de Compostelle et qu'on voit les gens, on comprend qu'il faut une voiture pour aller chercher ces produits au marché d'à côté. La soupe aux choux qui se passe dans le Bourbonnais. Vous avez reconnu la voix de Stéphane Layani, président du marché d'intérêt national, ne serait-ce que cette formule, c'est déjà d'une solennité, et président du mondial des marchés de gros. Du congrès mondial des marchés de gros. Donc, écoutez, c'est l'homme, c'est le mec qui nous donne à manger, qui nous donne des bonnes choses à manger. Stéphane Layani, allez, on va dire que c'est un serviteur de la République. C'est quelqu'un qui a une dimension ministérielle. Peut-être qu'un jour il sera appelé à des responsabilités. Pour l'instant, il s'occupe de faire en sorte que ce merveilleux garde-manger, que le plus grand port de pêche d'Europe, qui s'appelle Rungis, le mine, le marché d'intérêt national, continue à rayonner et à convaincre non seulement nos agriculteurs qui ne sont pas seuls, nos artisans qui transforment les merveilles de nos terroirs en produits alimentaires, et surtout ceux qui les distribuent, les restaurateurs, les artisans, et bien entendu, nous, consommateurs. Il y a en France un trésor quotidien qui arrive tous les jours à Rungis, qui est ce patrimoine alimentaire français. Et Stéphane Layani est là non seulement pour améliorer la prestation, mais avec ce livre, Le monde a faim, nourrir les peuples, valoriser les producteurs, préserver la planète, nous expliquer que l'avenir de cette planète, le contenu de notre assiette, la pérennité de l'agriculture française dépend aussi de notre responsabilité de citoyens consommateurs, et que la balle est aussi dans notre camp. Bien sûr, dans les élus, les politiciens, les statisticiens, ce que l'on veut, les syndicalistes, mais d'abord le consommateur. Française, Français, le monde à faim est un appel que Stéphane Layani lance à la République. Stéphane, on est d'accord sur cette définition? Moi, je partage ton point de vue, Perico. On se connaît depuis longtemps. Je pense qu'on vote avec ses pieds. Et quand on choisit son alimentation, quand on choisit ses restaurants, quand on choisit ses agriculteurs, eh bien, d'une certaine manière, eh bien, on fait un choix pour la planète, on fait un choix pour nos enfants, on fait un choix pour les terroirs. Et donc, Rungis, c'est quoi? C'est à la fois l'indépendance, parce que la preuve de l'indépendance. Oui, parce que la souveraineté alimentaire, ça passe par la diversité, par le choix quotidien, par le fait que Rungis, contrairement à l'idée reçue, c'est 63% de produits français toute l'année. C'est le terrain, les terroirs. Ce qui compte, c'est de savoir d'où ça vient. Ce qui compte, c'est d'avoir des produits sous signe de qualité, et c'est le travail. Parce que on n'aura rien sans le travail, et c'est beaucoup de travail. C'est du travail pour les agriculteurs, c'est du travail pour les transporteurs, les logisticiens, c'est du travail pour ceux qui transforment cette alimentation et la préparent, les gens de Rungis, que j'aime beaucoup. Et puis c'est du travail pour les détaillants, pour les marchés, pour les restaurateurs, tous ces gens, pour les supermarchés aussi. Mais c'est tous ces gens qui vous parlent de votre quotidien, de votre alimentation. Et donc, moi j'ai écrit ce bouquin, pourquoi, Perico? C'est parce que je ne me satisfais pas de rester les bras croisés quand il y a des gens qui ont faim. Il y en a qui ont faim dans le monde, puisque, comme on le sait, l'alimentation est devenue une arme géopolitique généralisée. Et d'autre part, il y a des gens qui ont faim en France, et je dis, il y a des solutions, et ces solutions, elles passent avant tout, contrairement à ce qu'on pense, par la logistique. Il faut être capable d'amener une alimentation de qualité tous les jours, évidemment la moins chère possible, aux Français et dans le monde. Et donc, moi, j'ai une partie de la solution, parce que, justement, c'est quoi Rungis? C'est des produits, des agriculteurs,
de la logistique, parce que il faut les amener dans votre assiette, et je pense que ça c'est très important. Et donc c'est ce cri d'alarme que j'ai voulu lancer à l'occasion de ce livre Le Monde a faim, qui a pas mal de succès. Je suis content de voir qu'il est distribué maintenant aux éditions du Cherche Midi. Voilà, dans les librairies. On m'a dit plus de 800 librairies en France le distribuent. Et puis si vous l'avez pas, vous le demandez. On le trouve aussi sur Amazon. 19,80 €, c'est un petit budget, mais qui apprend beaucoup de choses, et ça peut faire beaucoup d'économies. Oui, parce que j'écris aussi sur la malbouffe, sur l'éducation à l'alimentation. C'est des sujets qui sont très importants. On va parler de tout ça. Stéphane Layani, dans Le Monde a faim, Stéphane Layani nous dit quoi? Que la faim dans le monde n'est pas liée à une incapacité de produire assez, mais à un déséquilibre global du système alimentaire, dérèglement climatique, spéculation, dépendance géopolitique, industrialisation excessive et mauvaise organisation de la distribution. Comme vous l'avez dit, il faut garantir une alimentation accessible et de qualité, mais aussi, très important, protéger les producteurs, et la souveraineté alimentaire, c'est de protéger la ressource. Est-ce que la République française protège bien sa ressource? Je pense qu'on a un système qui est pas mal. Simplement, il faut le maintenir. Et donc, évidemment... Il faut que ça dure. Et je pense que, d'une part, c'est le consommateur. On oublie qu'à la fin... Ça, tu le sais, Perico, c'est le consommateur qui décide, qui vote avec ses pieds. Donc, à chaque fois que vous pouvez choisir un produit de qualité, un produit français, moi, je parle de contenu local. C'est quoi les codes, Stéphane Layani? La qualité, l'origine des produits, la saisonnalité et l'impact environnemental. Absolument. Voilà les 4 clés. Je crois que tu as tout dit en disant ça. Si on coche les 4 cases, on est sûr de mettre dans son assiette des produits qui nous font du bien, qui nourrissent celui qui les produit, qui améliorent le commerce intérieur français et qui préservent le patrimoine agricole, qui est notre raison d'être. Je souscris totalement à ce que tu viens de dire. Je crois que justement, nous, on coche ces 4 cases. Pourquoi? Parce que on fait l'essentiel de l'agriculture locale avec tous les mines de région en Île-de-France, parce que comment ça se passe justement? Il y a une mine de Rungis-Paris, nationale. Il y a des mines dans toutes les régions, on est d'accord. Il y a 25 marchés de gros en France, et je veux les dynamiser. J'ai repris le marché de Toulouse. Le marché de Toulouse, il se cassait la gueule. J'ai augmenté, excuse-moi de territoire exceptionnel, Toulouse, le Grand Sud-Ouest et l'Occitanie réunis. Voilà. C'est un patrimoine alimentaire et agricole fabuleux. Fabuleux. Ils ont plus de 300 agriculteurs qui leur apportent des produits tous les jours à Toulouse, avec une directrice générale qui a été ma collaboratrice, mais qui est indépendante aujourd'hui, Maglone Pontier. Plus de 300 agriculteurs, hausse de 70% des volumes depuis que Rungis les développe à Toulouse. Donc, on peut réussir. Simplement, il faut savoir quels sont ces buts de guerre. Et nous, on veut déjà valoriser nos producteurs, valoriser les produits sous signe de qualité. Bien sûr, on est un pays du Nord, on est obligé d'importer un petit peu pour l'hiver, mais pour le reste, il faut que le consommateur sache que c'est son intérêt de choisir des produits de qualité pour sa santé. L'offre est là. Est-ce que la demande est toujours là? Potentiellement, elle est là. Est-ce qu'elle est toujours là? Et on a appris, Stéphane Layani, 2025, pour la première fois, la balance excédentaire du commerce extérieur de l'agriculture, on a importé un peu plus d'alimentation. Alors moi, j'ai une raison à tout ça. J'ai une raison à tout ça qui vaut... Quelle explication? C'est un chiffre terrifiant. J'ai regardé les chiffres, et j'ai regardé les chiffres précisément, pas en général. Et j'ai vu que notre balance commerciale avec les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique était en train de se dégrader. Je me suis dit, quoi ? Qu'est-ce qui se passe pour que ces pays exportent vers la France? Qu'est-ce qui se passe? Bonne question, Stéphane. Et alors, en fait, j'ai l'explication. C'est que un certain nombre de gens dans la grande distribution ont centralisé des super centrales d'achat dans le Benelux, et donc on exporte des produits vers le Benelux et on les réimporte avec de la valeur depuis ces super centrales qui sont situées à Bruxelles, à Rotterdam et au Luxembourg. Ça concerne nos grandes enseignes?
actuel? Je le crains. On les nomme pas? Je le crains. Et donc, évidemment, on me dit, mais oui, Stéphane, on a besoin de réimporter du Coca-Cola, des produits super transformés, etc. Ok, mais moi je voudrais être sûr que les produits français soient distribués par ceux qui sont faits pour ça, c'est-à-dire des services publics, les mines de région, et donc je suis en train de me battre pour que les 25 mines de France puissent être véritablement des centrales d'achat. Il se trouve qu'il y a un député qui vient de passer un amendement à la loi d'urgence climatique, qui a été accepté par la ministre. Qui est ce député ? C'est le député Trisna, avec l'appui d'Olivia Grégoire. Voilà. C'est les deux qui se battent. Je voulais qu'on les cite parce qu'ils sont méritants tous les deux. Et le Parti Socialiste a soutenu. Donc, oui, je pense qu'on va peut-être changer la donne. Ça transcende les partis politiques. Stéphane Layani, cette émission et cette chaîne, cette antenne plutôt de radio est sous le signe du Parlons Vrai. Stéphane Layani, est-ce que on peut garantir qu'il n'y aura pas de produits du Mercosur qui viendront déloyalement concurrencer nos produits agricoles et alimentaires, ou ça va être difficile? Alors moi, ça me concerne pas, parce que j'ai demandé l'autre jour à mes équipes, c'est quoi les chiffres du Mercosur sur le marché de Rungis, et ils m'ont remonté une statistique qui m'a vraiment fait plaisir. C'est 0,05% du total de ce qui est vendu. Ouf. On continue à en parler dans quelques instants. Vous êtes sur Sud Radio, je reçois Stéphane Layani, auteur de Le Monde à faim, nourrir les peuples, valoriser les producteurs, préserver la planète. Au Cherche Midi, on discute à bâton rompu, j'allais dire à saucisson ou à carotte rompue, parce qu'on va parler alimentation. J'aurais bien aimé avoir un peu de saucisson. Mais tout est envisageable, et on veut savoir avec Stéphane Layani si la France pourra encore nourrir les Français dans 20 ans avec des produits de qualité issus de l'agriculture française. Le thème est vaste, le sujet est puissant, et la ferveur avec laquelle Stéphane Layani défend le marché international de Rungis nous prouve que nous ne sommes pas seuls. La France n'est pas seule. Vous nous appelez au 0826 300 300. Zacharias va prendre vos appels, et Stéphane Layani se fera une joie, un plaisir et un honneur de vous renseigner, vous rassurer, peut-être vous inquiéter, en tout cas de répondre à vos interrogations. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes sur Sud Radio, il est 13h18, je reçois Stéphane Layani, auteur du Monde à faim, nourrir les peuples, valoriser les producteurs, préserver la planète. Tout est dit. Il est président du marché national, et je peux dire international, de Rungis, puisque c'est la vitrine de la France. Le plus grand potager, le plus grand port de pêche, la plus grande boucherie, la plus grande charcuterie. Moi, je vais régulièrement à Rungis, et je peux vous dire, quand vous avez un coup de cafard, vous allez à Rungis, vous dites quand même, on a encore la chance. Ouais, nous, on a encore la chance d'être à France. Stéphane Layani, important. Est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur français, nos compatriotes, nos concitoyennes et nos concitoyens savent s'alimenter? Est-ce qu'ils ont bien les codes? Est-ce qu'ils ont bien la connaissance pour choisir un bon repas? Et c'est une question de rapport qualité-prix. Bien sûr que le budget alimentaire, c'est souvent celui sur lequel on tape pour s'offrir des biens de consommation dans tout ça. On vous a dit, vous sonnez la phrase de Patrick Lelay, mon métier, c'est de mettre du temps de cerveau au service de Coca-Cola. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, le consommateur est suffisamment informé et éduqué? Est-ce qu'il faudrait pas, et c'est un projet qui existe et on se bat, vous et moi, là-dessus, est-ce qu'il faudrait pas aller à l'école pour que les consommateurs de demain, que sont les élèves d'aujourd'hui, aient les informations nécessaires à une bonne et saine alimentation qu'ils devront appliquer à leur vie? On a encore les meilleurs, nous les Français. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai des étrangers, des Américains, des Allemands qui viennent en France, ils savent qu'il y a vraiment un art de vivre, mais en même temps, c'est doucement en train de se dégrader. Ça pour recule, des tas de raisons. Je pense qu'il y a une distanciation de plus en plus grande qui crée de la crise et de la défiance entre le produit et le consommateur. Mais bien sûr. Et ça, c'est lié sans doute à nos modes de vie, au fait que le budget des ménages est très contraint, que dans les grandes métropoles, le budget logement est en expansion et le plus lourd, et donc on rabiote sur l'alimentation, sur le fait que les familles sont plus éclatées qu'avant, plus déstructurées qu'avant. On arrive encore à défendre le repas familial du dimanche midi, mais c'est un truc...
dans les familles monoparentales, de divorcés, recomposés. Stéphane Layani, qu'est-ce qui a été classé à l'UNESCO par Sarkozy en 2008? C'est un truc qu'on défend tous les deux, c'est le repas gastronomique des Français. Perico, comme tu le sais, on a classé ce patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce qu'on a classé, on en parle avec le grand académicien Jean-Robert Pitt, c'est quoi? C'est le fait que les Français savent encore déjeuner ensemble. C'est la relation sociale. C'est le lien social. Se donner du bonheur et du plaisir avec les produits de la terre de France. Autour du produit. Et nous, on est tellement convaincus que c'est quelque chose d'important, Perico, qu'on est en train de construire quelque chose qui va sortir en 29-30, la Cité internationale de la gastronomie. Et donc, on est en train de faire les travaux, on est en train de faire la programmation. Il y aura une Cité de la gastronomie à Rungis. Rungis, Lyon, Dijon, Tours. Absolument. Tout reste à faire. Monsieur le Président de l'Union mondiale des congrès de marché de gros, récemment, une polémique a opposé le maire socialiste de Saint-Denis, Monsieur Ramdam, avec un élu de la France Insoumise, Éric Coquerel, sur Master Poulet. Master Poulet, c'est une enseigne de distribution de volailles. C'est du poulet ukrainien, probablement passé par la Pologne, et comme il est reconditionné en Pologne, il est découpé en Pologne, il a l'estampille Union européenne. Là, on a un problème avec la législation européenne qui identifie avec des normes européennes des produits qui ne sont pas européens. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Non pas pour condamner les gens qui vont chez Master Poulet parce qu'ils vous disent j'ai pas d'argent pour payer plus. Est-ce qu'il y a moyen de contourner Master Poulet et de dire aux consommateurs français, vous n'êtes pas condamnés à la malbouffe? Il y a, avec votre budget actuel, moyen de vous alimenter normalement, suffisamment, de façon qualitative, tout en faisant travailler l'agriculture française. Donc j'ai beaucoup d'estime pour les deux protagonistes, donc je rentrerai pas dans la polémique, mais je trouve quand même qu'il y a un sujet. Ah, il y a un grand sujet. Il y a un gros sujet. Et donc, je dis, premièrement, on n'est pas obligé dans ce pays où on vend encore des volailles entières, d'acheter du poulet prédécoupé. Allez, bon sang, sur votre marché, chez vos bouchers, chez vos volaillers, vous ferez plaisir. Il y a le choix, Stéphane Layani, vous êtes d'accord? Dites-le qu'il y a le choix. Et vous allez faire des économies, parce que, en fait, quand on fait la cuisine, on passe un bon moment en famille, on rigole, on mange des bonnes choses, et c'est moins cher. On fait soi-même ce que l'industrie agroalimentaire nous facture dans la transformation de produits qui proviennent souvent d'endroits qu'on n'a pas envie d'avoir, ou des formes alimentaires qu'on n'a pas envie de pratiquer, et on transforme la cuisine chez soi, on transforme le produit, c'est moins cher, c'est meilleur, et on partage un beau moment de bonheur et de partage. Je vais vous dire, il y a une considération éthique. Quand vous faites travailler quelqu'un qui est déclaré, qui paye ses charges sociales, ses impôts, et quand, à des milliers de kilomètres au Brésil, ou dans des pays qui sont moins favorisés comme l'Ukraine en ce moment, il y a des gens qui sont dans des situations qui sont pas contrôlables, en tout cas contestables, ben vous faites un acte moral en faisant ça. Ça veut dire quoi, Stéphane Layani, qu'on dit achetez pas Chine, c'est fabriqué par des usines où il y a des enfants qui sont esclavagisés, qui travaillent dans des sous-sols. Vous dites la même chose. Attention, quand la malbouffe qui vient de ces pays-là ou d'Amérique latine, elle est fabriquée, produite ou élaborée par des gens qui sont traités comme de la merde. Exactement. J'ai pris conscience de ça un soir où j'étais à la maison et j'ai vu mon fils se lever après, il avait dû faire une soirée à tout casser avec son portable. Il a fait la fête. Répondre à la sonnerie, et qui est-ce que je vois? Je vois un même jeune de son âge qui montait l'escalier, lui livrait à manger du tout fait qui a été fait dans une dark kitchen, dans terrible, des conditions. Et je me suis dit, c'est deux mondes, et c'est deux mondes tels que je ne veux pas les voir. Et donc, évidemment, je respecte les gens qui sont obligés de travailler comme ça, et je leur dis chapeau. Mais c'est un modèle que je ne veux pas développer dans mon pays. Je préfère qu'on ait des gens qu'on connaisse et que les jeunes se mettent à manger des produits qu'ils savent nommer, pas des trucs qu'ils ont commandés sur Internet à des gens qui sont dans la même condition, mais moins favorisés. Stéphane Layani, les yeux dans les yeux, vous connaissez nos dirigeants, vous connaissez nos gouvernants.
Vous avez connu les présidents de la République, vous leur parlez, ils vous tutoient parfois. Est-ce que la République a fait ce qu'il faut aujourd'hui pour que les Français puissent accéder à une nourriture saine et normale pour protéger nos agriculteurs? Je fais allusion à la loi Egalim. Loi Egalim 1, elle a été vidée de sa substance. C'est pour ça que Hulot est parti en claquant la porte. Julien de Normandie en fait une deuxième. Est-ce que la loi Egalim, qui était formidable puisqu'elle prenait le discours d'Emmanuel Macron en octobre 2017 à Rungis, qui est la plus belle déclaration politique que l'on ait pu faire sur l'enjeu alimentaire, la malbouffe, l'agriculture, qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que cette loi Egalim est aussi utile qu'elle aurait pu l'être? Moi, je suis vraiment frappé par l'effet pratique positif à long terme de Egalim 1. Je ne parlerai pas d'Egalim 2 et 3. Mais Egalim 1 était vidé un peu sa substance, c'est pour ça qu'on a... quand même, il reste des choses. Il reste quoi? Et il reste... Le prix d'achat, par exemple. Il reste le prix juste. Et donc, aujourd'hui, ce que je constate à Rungis, c'est que il y a une rémunération juste des producteurs et des éleveurs. Et sur les produits carnés, nous ne sommes pas aujourd'hui impactés autant que cela. Il y a une amélioration. Oui. Mais il y a encore des agriculteurs qui se pendent. Il y a des paysans qui se suicident. En France, en 2026. Oui, mais ça... Stéphane, c'est pas possible, ça. C'est une situation détestable. Et... Vraiment, on peut dire que on doit pas être fier de ça. Mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on réagisse à tout ça, qu'on pense à notre agriculture de demain, en ayant conscience que nous allons connaître un choc démographique. Les gens vont partir à la retraite. Oui. Et que c'est l'occasion. Parce que moi, je vois toujours les problèmes de façon positive. Ça fait la cuisine, les retraités. Très bien. Eh bien oui. Hein? Eh bien, je plaisante à moitié. Les exploitations, il va falloir malheureusement les regrouper. Et en les regroupant, on va pouvoir faire des économies d'échelle, avoir une meilleure rentabilité et renforcer notre agriculture française. Il faut toujours voir dans les aspects, le bon aspect de la pièce. Eh ben, le bon aspect de la pièce, c'est sûr que la situation est difficile aujourd'hui. C'est que la démographie, d'une certaine manière, elle est préoccupante, mais elle va nous aider. Monsieur le Président du marché d'intérêt national de Rungis, est-ce que la République française fait ce qu'il faut pour que les appels d'offres publics privilégient, favorisent la production française, au lieu d'importer des produits qui viennent de loin, qui sont pas dignes de ce qu'on met dans l'assiette des enfants ou des personnes âgées? J'ai connu nombre de préfets qui ont cassé des marchés en préférant un produit parce qu'il était moins cher, une tomate espagnole ou une fraise marocaine, pour remplacer des produits français à 20 ou 15 centimes d'écart. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça, c'est un scandale. Et je vous le dis, c'est un scandale. C'est que on a mis dans la loi Egalim, et je trouve que c'est bien, qu'il faut des produits de qualité dans les cantines scolaires. Est-ce que vous savez quel est le prix matière moyen d'un repas en restauration collective? Je vous le dis, c'est 1,50 € par repas. Est-ce que c'est suffisant? Non. C'est non. Et donc, moi, j'étais à 1,80 €, vous dites c'est même pas, moi j'avais 1,80 €, vous dites c'est 1,50 €. Ouais, c'est très faible. C'est dérisoire. 1,80 €, c'est peut-être les cantines scolaires. Oui. Et après, il y a les EHPAD. C'est les cantines scolaires. Ah, il y a les EHPAD, il y a les prisons, il y a les hôpitaux. 1,50 €, non mais ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Et donc, moi je dis, la situation étant tellement difficile que quand on discute avec les intendants de Restoco, qui est une des associations de la restauration collective, ils nous disent: Monsieur Layani, c'est compliqué. Est-ce que vous avez déjà fait un marché public? On sait pas faire. On passe par des grossistes à service complet. On passe par des grandes chaînes. Je leur dis, mais venez sur mes marchés. On va se constituer en centrale d'achat. On va vendre. On va répondre aux acheteurs de la restauration collective de façon à ce qu'ils aient des produits locaux, bio, de qualité. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ils viendront sur les marchés de gros, ils achèteront et ils auront répondu à leurs obligations qui sont dans la loi Egalim. C'est aussi simple que ça. C'est l'amendement
Trisma, Grégoire, qui vient de passer. Et Julien Dive. Et Richard Ramos, qui est aussi un député du Nord, qui se bat pour la que j'aime beaucoup. Je reçois Stéphane Layani dans la France, dans tous ses états. Elle est dans un état aujourd'hui absolument de ferveur parce qu'on parle d'agriculture et d'alimentation française. Stéphane Layani, auteur Le Monde a faim, nourrir les peuples, valoriser les producteurs, préserver la planète et aux éditions du Cherche Midi. Vous nous avez appelé au 0826 300 300. Je crois que c'est le nombre d'appels le plus important que je n'ai jamais vu depuis que j'anime cette émission. Comme quoi le sujet vous tient à cœur et suscite évidemment de la passion et de l'intérêt. On prend Sébastien et Julien pour commencer tout à l'heure et tous ceux qui suivent. Il est 13h30. C'est vous qui avez la parole. Vous prenez possession de cette émission et Stéphane Layani reste avec nous pour répondre avec le courage et le franc-parler qu'on lui connaît sur ces grands enjeux. Pourra-t-on encore nourrir les Français dans 20 ans avec les produits de l'agriculture française? À tout de suite sur Sud Radio. Nico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce jeudi 7 mai 2026, il est 13h34 et je reçois son excellence Stéphane Layani parce que ce qu'il dit est toujours excellent, le patron de Rungis, celui qui garde le garde-manger parisien et qui fait que quand vous venez en France et à Paris en particulier, nos artisans, nos restaurateurs peuvent vous offrir et vous servir des produits de qualité issus du terroir, de l'agriculture française, de la mer. N'oublions pas le littoral, notre patrimoine marin. Très important. Il est 13h34, nous avons donc, c'est l'émission aujourd'hui de ceux qui nous appellent. Nous commençons par Sébastien qui nous appelle de Morellas las Illas dans les Rossellón. Bonjour Sébastien. Bonjour Perico. Sébastien, vous êtes éleveur bovin dans les Pyrénées-Orientales et vous nous dites que si on continue comme ça, c'est le thème de l'émission, hein. Si on continue comme ça, on ne pourra pas nourrir tous les Français d'ici 20 ans. Je vous écoute Sébastien. Exactement. Donc nourrir les Français, on l'a eu fait. On a même nourri d'autres pays. On a exporté par le passé. On continue à exporter. Le problème aujourd'hui, c'est que politiquement et en plus climatologiquement, on a beaucoup d'incertitudes qui se posent maintenant. Oui. Donc les capacités, on les a. Maintenant, reste à tous nos élus, à commencer de la plus petite échelle municipale et jusqu'en haut de l'échelle au niveau national. C'est à eux de décider. Quel type d'élevage dirigez-vous, Sébastien? Vous êtes en vache allaitante, en vache laitière? Vache allaitante, les Pyrénées-Orientales, donc on est le département le plus au sud de France. On est un tout petit département d'élevage. L'élevage a toute sa nécessité sur le territoire. Naisseur et nourrisseur ou que nourrisseur? Oui, non, naisseur avec finition derrière en filière de qualité via une coopérative et en vente directe également. Bon, le marché de la viande, le prix de la viande s'est un peu amélioré. J'ai dit augmenté. Il s'est un peu amélioré par rapport à ce qu'il a été. Vous revivez à peu près de votre travail actuellement ou non? Alors le problème, dans certaines zones de France, oui. Après, nous, il faut savoir que dans le sud de la France, on a eu 3 très grosses années de sécheresse. Oui, c'est vrai. On a eu, il y a 2 ans, de la FCO et de la MHE, qui a été une très très grosse crise dans le sud-ouest, où on a perdu énormément d'animaux, donc un peu de capacité à produire, donc il a manqué énormément d'animaux à la vente, donc ça a amputé les trésoreries. Donc comme je vous dis, premièrement, les sécheresses derrière la FCO et MHE, et l'an dernier, toute la France a su qu'il y a eu de la DNC dans notre secteur. Bien sûr. Quelle race de vache? Vous êtes en blonde d'Aquitaine, en limousine, La majorité des Pyrénées-Orientales, donc c'est les races rustiques, oui. Aubrac et Limousine, Aubrac et Gasconne, oui, et moi bien j'ai des limousines en plus. Les races locales en plus, formidable. Stéphane Layani, que vous inspire le témoignage de Sébastien? D'abord, je dis que ce monsieur a raison. Hein, Sébastien a raison. Première chose. C'est un Catalan. C'est un Catalan, comme mon ami Jean Castex. C'est des gens qui disent ce qu'ils pensent. C'est bien. Deuxièmement, on a l'impression, nous, à Rungis, que ça va mieux du point de vue des revenus des éleveurs, mais on voudrait avoir plus de production. Sébastien est inquiet. C'est un sujet. Il a des races très intéressantes et extraordinaires. Aubrac, Gasconne, c'est très bon. Et ce qu'on voudrait, c'est avoir des gens comme lui au pavillon de la souveraineté alimentaire que je viens de construire, où on mettrait des produits français en valeur. Mais quand on demande aux régions, à la région sud, venez vous installer au pavillon de la souveraineté alimentaire, eh bien, on a un succès d'estime.
Qu'est-ce que vous appelez la région sud? La région Occitanie? Occitanie. Vous interpellez madame Carole Delga pour l'Occitanie. Oui, je voudrais que l'Occitanie soit présente. Et monsieur Rousset pour la Nouvelle-Aquitaine. Et Plutôt puis, la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Tout ça, ce sont des territoires à viande exceptionnelle. Exactement. Voilà. Et vous dites, ils sont pas forcément au rendez-vous. Je pense que on leur lance un appel. Je pense que nos régions de France, on a une vision trop centralisée du pays. Nos régions de France doivent valoriser leur race bovine et avoir des marques. Et ces marques, il faut les populariser auprès du consommateur pour que les gens continuent à prendre de la vache allaitante. C'est de la très bonne viande de qualité et qu'on continue à produire. Pour ça, il faut avoir des outils de transformation, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut avoir des abattoirs et il faut avoir des marchés de gros qui distribuent ces produits localement. C'est comme ça que vous ferez revenir le consommateur autour des produits français. Et bien sûr, il faut que les agriculteurs puissent produire dans de bonnes conditions avec des revenus corrects et ça, je pense que ça s'est amélioré. J'espère que ça va tenir malgré la hausse des charges. Alors, on lance un appel à Carole Delga, madame la présidente de la région Occitanie, à monsieur Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine. Appelez Stéphane Layani. On va vous donner votre numéro. Non, mais rencontrez-vous. Il fait pour vous un travail formidable. Rungis est une vitrine et il a besoin de votre participation, de vos éleveurs, de vos agriculteurs. Là, voilà. on n'a que trois régions. On n'a que 3 régions dans le pavillon de la souveraineté alimentaire aujourd'hui. Je les cite. C'est le sud, la région du Sud-Est, PACA. On a la Bretagne et l'Île-de-France. Il n'y a pas que ça en France. Ben, bien sûr. Mais je suis sûr qu'ils vont vous entendre. Sébastien, vous continuez à vous battre sur ce front de l'élevage français de qualité. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Depuis quelque temps, avec mon collègue Jérôme Bail, que vous connaissez, il prône quelque chose. On a, au sein de notre France, déjà, quasiment chaque région est un pays différent. Nous, l'Occitanie, on est un pays à part entière. On va de la mer jusqu'aux montagnes. On a toutes les productions. Donc déjà, j'entends l'appel et je le remercie, d'intégrer toutes les régions dans le pavillon. Et nous, en plus de notre côté, à l'échelle locale, comme je le disais tout à l'heure, on a de la restauration hors foyer. Le potentiel de consommation, il est énorme en France. Mais énorme. Et à côté de ça, on voit de la viande qui arrive d'ailleurs. Ça c'est un problème. C'est un vrai problème. Et moi, je vais vous dire, vous avez entièrement raison, Sébastien. Il faut répondre aux appels d'offres de la restauration collective et pour ce faire, c'est pour ça que cet amendement dans la loi d'urgence agricole sur les centrales d'achat sur les mines est nécessaire et indispensable. Sébastien, voyez, vous êtes d'accord? On est d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, on le voit encore avec la DNC et la FCO, c'est les autres pays qui dictent ce qu'on doit faire. On a les capacités, on a de la céréale en France, on a la capacité donc d'engraisser nos animaux en France. Essentiel, c'est essentiel, évidemment. De la plus-value céréalière pour ceux qui la produisent et des usines de transformation de céréales, et ainsi qu'après derrière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des abattoirs avec de la négoce derrière. On a tout sur notre territoire, et on a en Espagne et en Italie. Sébastien, il faut aussi du pâturage, il faut un petit peu d'herbe. La céréale est très importante pour l'engraissement. On a des pâturages aujourd'hui. Je n'en doute pas. Quant aux abattoirs, ils sont souvent monopolisés par un monsieur qui s'appelle Bigard. Moi, j'aime bien Jean-Paul Bigard. Oui, voilà, mais c'est la situation de monopole qui souvent est un problème. On manque d'abattoirs en France, de petits abattoirs. Vous avez les éleveurs, que ce soit des éleveurs bovins, des éleveurs d'agneaux, des éleveurs de veaux, qui sont obligés de faire 50, 40, 200 kilomètres. C'est catastrophique. Pourquoi on a démantelé le réseau des abattoirs en France, Stéphane? On l'a démantelé. Mais oui, il faut remettre, parce que autrefois, vous alliez dans les villes, dans les bourgs de moyenne importance, vous aviez un abattoir public. Eh bien, remettons en place des abattoirs publics. Les éleveurs d'agneaux de Pressalé du Mont-Saint-Michel, qui sont obligés d'aller à Cherbourg, qui aller à Pont-Orson, qui font, et c'est vrai aussi pour ceux des agneaux de Barège-Gavarnie, c'est vrai pour les éleveurs de partout, ils sont obligés de faire quelquefois le prix du transport, c'est mauvais pour les animaux, c'est mauvais pour la viande. Là, je pense qu'on aura des ministres d'agriculture compétents. Je défends Jean-Paul Bigard qui
écoule beaucoup de bêtes il est important. et qui respecte ses agriculteurs. Il est important. Nous avons Michel qui nous appelle de Dax. Michel, vous dites que vous avez un livre qui s'appelle Silence dans les champs de Nicolas Legendre, qui est un résumé d'agriculture progressiviste dans les années 60 et qui annonce un groupement d'exploitation de plus en plus grand. Vous avez été victime de ce phénomène de regroupement des exploitations, de cette espèce de remembrement économique et social? Michel. Moi, j'ai été victime de... Enfin, oui, c'est un petit peu de ma faute également, mais j'ai été victime j'avais une exploitation familiale qui a été... quand mon frère est parti à la retraite, j'ai voulu la reprendre avec... à quel endroit exactement, Michel? À quel endroit exactement? Un endroit que vous connaissez bien, Péricot, c'est Magesque. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que vous aviez comme élevage? Alors, moi, j'avais pas d'élevage, je faisais beaucoup de semences. D'accord. Asperges, maïs doux. Et moi, je voulais continuer avec un associé, sauf que ça ne l'a pas fait parce qu'on nous l'a mis plus ou moins à l'envers avec le cautionnement d'un gros syndicat dont je tairai le nom, mais que tout le monde le sait. Oui. Ben, moi, je le dis, la FNSEA, tout simplement. Voilà. Et l'émission qui retraçait un petit peu le livre de Silence dans les champs, c'est une émission qui est parue pas plus tard que dimanche soir sur un média public. On l'a vu. Et voilà. Donc très beau documentaire. Moi, je crains. Voilà. Michel, vous espérez qu'on puisse sortir de ce système? Vous pensez qu'il y a espoir de pouvoir s'émanciper de cette logique productiviste qui a eu son utilité dans une certaine logique d'exportation, mais on ne peut pas résumer l'agriculture française à cette forme de productivisme, j'allais dire d'agriculture industrielle ou d'industrie agricole. Vous pensez? Tout à fait. On parle d'installation de jeunes, mais dans le reportage, c'est pas non plus le cas de tout le monde, mais c'est celui qui est à côté qui s'agrandit au lieu de mettre un jeune agriculteur dessus. On salue Jean Cousseau et la famille Cousseau de l'hôtel de la Poste, du relais de la Poste à Magesque, qui est une institution. Voilà un cuisinier qui fait travailler les producteurs et l'agriculture locale. On marque une petite pause et Stéphane Layani vous répond tout de suite après Michel. Vous restez avec nous sur Sud Radio 0826 300 300. Vous continuez à nous appeler parce que les échanges sont faits. Nous sommes sur Sud Radio avec Stéphane Layani. On était dans une conversation passionnée avec le président de Rungis. On était à l'instant en ligne avec Michel, donc qui lui résumait sa situation. Il est victime d'un productivisme qui limitait totalement sa capacité à faire de l'agriculture de qualité. Stéphane Layani, il y a eu une évolution quand même dans l'agriculture française. Il y a du productivisme. Je comprends très bien ce qu'a dit monsieur et je compatis Michel totalement. Je compatis totalement de ce qui vient de dire. Simplement, moi, je suis toujours tourné vers l'avenir et je me dis, est-ce qu'un jeune qui entend tout le temps ces lamentations, ça lui donne envie ensuite de rentrer dans le métier agricole. Et l'attractivité des métiers, il faut se battre pour. Moi, c'est ce que je fais, notamment à Rungis, dans mes métiers, avec la Rungis Academy. J'ai créé une école pour les métiers de bouche. Et pourquoi? Pour donner envie aux jeunes de revenir dans les métiers de la logistique, les métiers agricoles, Et donc, vous avez raison, monsieur. Je connais pas bien les grandes cultures. Moi, je parle de ce que je connais, mais clairement, je crois que, bien sûr, il va y avoir des évolutions. Il faut exporter. Alors, la FNSEA nous explique qu'il y a le drame, Philippe Layani, c'est qu'on a ouvert l'agriculture française déjà avec le GATT dans les années 70, mais surtout l'acte unique de 86, voulu par monsieur Jacques Delors. Oui. On a ouvert l'agriculture française, on l'a exposée au marché international avec des normes qui n'étaient pas loyales pour tout le monde. On demande à l'agriculture française, vous le savez parfaitement, des codes, des obligations, des exigences et des normes qui ne sont pas exigées de ceux dont on importe des produits. Comment voulez-vous jouer à armes égales? C'est ce que je dis dans le bouquin, c'est que je pense que il faut pas parler de protectionnisme, il faut simplement... On s'en fout le mot, il faut protéger. Voilà, il faut réfléchir quand même, il faut qu'on ait des armes égales. Et d'autre part, il faut qu'on se batte sur les marchés internationaux. Il y a un truc qui me fait de la peine. Je vais dans le monde entier en tant que président de l'Union mondiale des marchés. Quand je vais dans des salons internationaux, que je vois un
tout petit espace rikiki pour les agriculteurs français et que l'Espagne, l'Italie, la Pologne, le Brésil... Comment ça se fait, Stéphane Layani? Comment ça se fait? Moi, je me dis, non, on n'est pas bon dans notre politique d'exportation. Est-ce que c'est à vous aussi à améliorer cette situation? Est-ce que vous avez les leviers pour améliorer cette... On a un levier qui est Business France. Oui. Il faut qu'on facilite la possibilité à des petits intervenants d'aller exporter sur les salons leurs produits français. Il faut les aider pour ça. Et donc je le dis à Louis Marguerite, qui vient d'être nommé patron de Business France, eh bien voilà ce qu'il faut faire. Il faut donner des aides pour que des groupements d'agriculteurs aillent à l'international. Parce que quand vous voyez les Italiens, ils savent chasser en meute. Mais je vous signale que le Made in France porté par Yves Gégaud et par Arnaud Montebourg, pour ne citer que, est aussi dans cette... Je reçois Arnaud Montebourg, qui a été chargé par Annie Genevard de relancer la souveraineté alimentaire sur des sujets. Alors, et je le reçois la semaine prochaine. On y vient. Avant de donner la parole à Philippe, qui nous appelle de Casillac, dans le Lot, quelle merveille, dans le Quercy. Stéphane Layani, vous êtes européen, je suppose, et européiste. Moi, je suis pas européiste. Je pense que dans ce monde... J'y viens. Je vous pose la question. J'y viens. Qu'avez-vous fait, vous, les défenseurs de l'Europe, nous, qui savons que l'on s'en sortira pas sans l'Europe, qu'avons-vous fait de la préférence communautaire qui permettait à nos productions nationales et en partie à l'agriculture d'échanger dans le cadre d'un marché européen qui respectait les normes, qui respectait les règles? Pourquoi est-ce qu'on ne rétablit pas la préférence communautaire, qui est le fondement éthique et philosophique de l'Union européenne, du traité de Rome de 1957? Pourquoi on a cassé ça? Je le dis dans le bouquin Le Monde a faim. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Et je parle de quelque chose que je connais. J'ai travaillé à Bruxelles. Mais c'est pour ça que je vous pendant interpelle, 3 ans. cher ami. Eh bien, je vais vous dire une chose. Contrairement à tout ce que tout le monde dit, notamment le monde politique, la Commission est un tigre de papier. C'est-à-dire que tout le monde dit « Ah, on a peur de la Commission, etc. » Eh bien, quand on est à la Commission, on a peur des États membres. Parce que c'est les États membres qui décident. C'est une info du jour, c'est un scoop, une grande nouvelle. C'est une grande nouvelle, mais simplement... Il faut que la France sache exactement ce qu'elle veut quand elle est au Conseil européen et au Parlement européen. Donc Ursula n'est pas Cruella d'enfer comme certains le pensent. Il suffit d'affirmer. Ursula a sans doute des défauts, mais je dis simplement que il est possible de rétablir, et c'est en train d'être fait. Je sais, on est au début du processus, une préférence communautaire européenne, et je la défends. Moi, je pense que si on n'est pas capable de défendre notre précaré, parce que, je vais vous dire, l'Europe, c'est tout petit, c'est nos voisins, c'est tout petit. Le grand monde, c'est tout à fait autre chose. Je vais vous faire venir plus souvent, Stéphane Layani, vous nous donnez des informations essentielles, et vous nous dites ce qu'on a envie d'entendre. C'est pas pour nous faire plaisir, parce que vous soulevez des enjeux essentiels. Nous sommes en ligne, donc je disais, avec Philippe, qui nous appelle de Casillac dans le Lot. Philippe nous dit qu'il est agriculteur, qu'il a un élevage de veaux, et vous dites, un peu comme on l'a évoqué pendant cet échange avec Stéphane Layani, si on continue à dégrader le volume des troupeaux en France, je ne pense pas qu'on puisse assurer l'autosuffisance alimentaire des Français d'ici 15-20 ans, et Stéphane Layani en convenait. Dites-nous en plus, Philippe, d'où vient cette inquiétude? Oui, bonjour monsieur Stéphane Layani, et bonjour Perico. Bonjour Philippe. Bonjour. Pour la petite histoire, Perico est venu sur mon exploitation, déjà. Je m'en souviens très bien. J'ai une photo avec Perico sur l'exploitation, voilà. Donc moi je voulais rappeler que on peut l'idée des salons et de retenir, de se faire connaître, c'est sûr une bonne chose, mais la plus grosse erreur, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la dégradation du troupeau en France. On a perdu 1 million de bovins, on était 1,4 million agriculteurs en 90, on est moins de 300 000, on va être dans 10 ans 100 000. Donc aujourd'hui, la souveraineté alimentaire, si on continue comme ça, on n'aura plus la souveraineté alimentaire. Tout va venir de des milliers de kilomètres. Donc aujourd'hui, soyons très vigilants de ce qui se passe, parce que on a nos aînés, nos jeunes, et des jeunes qui arrivent là, on n'aura plus de quoi suffire sur notre territoire en cas de conflit dans le monde. Et ça, c'est très important. Regardez aujourd'hui l'ouverture du Mercosur le 1er mai. On a déjà eu 1 euro de perte kilo carcasse depuis 15 jours.
1 euro. Vous voyez, le Mercosur a ouvert le 1er mai. Donc effet immédiat. Et c'est immédiat. Donc aujourd'hui, vous avez Lidl pour pas les citer et d'autres, qui font des promos de la viande qui viennent des milliers de kilomètres pour les grillades, pour l'été, à des prix à défier à toute concurrence. Aucun agriculteur français est capable de produire sur notre territoire. Mais oui, Philippe, bien sûr. Tout confondu. On a compris votre gueule. Stéphane Layani, Philippe Divray, tout ce que vous dites, Philippe, est vrai. Stéphane, écoutez-moi, dans le bouquin. L'anti-viande, le bashing anti-viande, et ensuite la concurrence déloyale. Moi qui vais fréquemment à l'Académie de la viande, et je pense que le bashing anti-viande, c'est vraiment une mauvaise chose. Est-ce que, dit Philippe, on ouvre des marchés à des produits qui n'ont rien à faire en France ? Non, mais la France est un pays ouvert. Ce que dit Philippe, c'est que déjà, il faut qu'il y ait des troupeaux, il faut qu'il y ait des reprises d'exploitation, il faut qu'il y ait des agriculteurs, il faut qu'on exporte. Moi, si vous voulez, la meilleure défense, c'est l'attaque. Évidemment, ils viennent chez nous, allons chez eux. On a un cheptel prodigieux, exactement, des races merveilleuses, des éleveurs exceptionnels. Il n'y a aucune raison qu'on importe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est peut-être un peu plus cher, parce que c'est la qualité. Vous savez, la qualité française, ça a du bon. Bah écoutez, la qualité on achète bien des voitures allemandes à n'importe quel prix. Pourquoi on n'achèterait pas la viande française au même prix ? Quand vous achetez de la viande française, vous achetez de la traçabilité. Vous savez d'où elle vient. Vous achetez des services vétérinaires, des contrôles, de la qualité sanitaire. Donc, moi, je dis, vous avez raison, mais là où je suis pas d'accord, c'est bien sûr, si vous voulez exporter, il faut ouvrir nos marchés, bien sûr. Mais d'abord, consommons français. C'est l'appel que lance Stéphane Layani. Le monde a faim, bien sûr. Nous avons un patrimoine agricole prodigieux. Nous avons des trésors alimentaires. Et comme l'a expliqué Stéphane Layani, transformer chez soi en faisant la cuisine des produits du terroir français, c'est beaucoup moins cher que de se nourrir avec de la malbouffe industrielle importée des pays étrangers. Merci Stéphane Layani d'avoir été. Merci, on n'a pas Perico. tout dit. Vous allez revenir, Stéphane, parce qu'on n'a pas tout dit. Le bouquin est exceptionnel. Le monde a faim, nourrir les peuples, valoriser les producteurs, préserver la planète. Il y a de la politique, il y a de l'économie, il y a de l'écologie. Aux éditions Le Cherche-Midi, 19,80 €. Quand on a lu ce bouquin, je peux vous dire qu'on finit moins con qu'à la fin, qu'au début de la lecture. Et puis je l'ai écrit moi. Merci. Et ça se voit et vous témoignez des vrais. Ce qui se passe à Rungis, vitrine du patrimoine alimentaire français. Et on se bat pour le préserver et on se bat pour le partager. Vive la République, vive la France. Merci Vive Stéphane. la France.